Alors bonjour, donc nous allons débuter cette année avec ce premier chapitre en histoire qui s'intitule La périodisation en histoire. Ce chapitre a trois objectifs. Le premier, identifier et nommer les grandes périodes historiques avec leur continuité, leur rupture chronologique. Le deuxième objectif est de comprendre et d'employer les notions historiques à bon escient, celles qui vont vous être données durant cette leçon. Et le troisième objectif est de s'initier à prendre des notes. Ça, c'est très important. Il faut que vous sachiez prendre des notes. Donc, vous allez apprendre au cours de l'année. Et cette première vidéo va vous donner quelques méthodes. Donc, je vous conseille aussi de vous munir de la fiche méthode sur la prise de notes distribuée au préalable. Donc, ce chapitre introductif a deux buts. Le premier est de rappeler les grands découpages périodiques, ceux que vous connaissez depuis le collège, que vous utilisez. Et en second lieu, de questionner ces découpages, non pas pour les contester, mais pour prendre conscience de leur relativité, prendre conscience de leur caractère arbitraire d'une certaine façon, mais aussi comprendre qu'ils sont utiles pour penser le temps passé. Donc ce premier cours fera l'objet de certaines questions lors du premier contrôle de connaissance de l'année. Ce premier contrôle inclura aussi des éléments de la leçon 1 du thème 1 sur la Grèce antique. Alors vers la prise de notes, vous allez donc prendre des notes de cette leçon à partir de la vidéo. Vous avez déjà la fiche méthode, je vais vous donner des conseils et vous indiquer des mises en pratique au fur et à mesure de la vidéo, à vous de les mettre en œuvre pour ce premier essai. Alors tout d'abord, n'écrivez pas tout, il faut supprimer des articles, abréger les mots. Vous pouvez utiliser les abréviations qui figurent dans ce tableau, ou bien, et c'est recommandé, de procéder ainsi, vous inventez vos propres abréviations. Vous vous en appropriez d'autres. L'important est de pouvoir les comprendre facilement à la relecture de votre cours. Alors, vous pouvez aussi remplacer les verbes par des signes. La plupart des signes sont mathématiques, vous les connaissez bien, donc utilisez-les. Vous utilisez aussi des codes couleurs, hein. C'est important d'organiser son cahier proprement, utiliser des couleurs pour les titres de leçons, les parties, les sous-parties. Cela est indispensable et pour toute l'année. Utilisez des couleurs pour les titres, les sous-titres, souligner les mots importants, encadrer les bilans, etc. Il va vous falloir mémoriser ensuite les informations essentielles qui vont vous être données. Et cela en vue de la première évaluation. Hein, donc, faites en sorte que vos notes soient lisibles, compréhensibles. Donc, vous pouvez noter l'introduction, tout d'abord. Alors, voilà comment je vais procéder. Donc, j'ai inscrit en haut de l'écran l'idée principale correspondant à la première diapositive. Et en bas, j'indique comment on peut résumer en note cette proposition. Donc vous voyez que j'ai retiré les articles, hein, je n'ai pas écrit dès les premières civilisations, mais premières civilisations, égale. J'indique comment donc on peut résumer la proposition du haut. J'ai retiré les articles, j'ai retiré pas tous les verbes, hein, j'ai gardé ceux qui sont soulignés, les plus importants. J'ai utilisé des signes, égal, flèche, différents. Hein, et mes propres abréviations, donc civilisation, par exemple, je l'écris avec un O exposant après le T. Donc, dès les premières civilisations, les hommes ont éprouvé donc, le besoin de mesurer le temps et de le représenter. Et pour cela, donc, ils ont élaboré différentes formes de calendrier. Alors, on peut noter, à propos de l'invention du calendrier, que
certains calendriers, donc là vous en avez certains que vous connaissez, le calendrier chrétien, le calendrier musulman. D'autres calendriers ont existé bien avant, hein, et ces calendriers organisaient le temps du quotidien, comme tous les calendriers, mais certains étaient parfois fondés sur le soleil, la lune ou encore les saisons. On choisissait pour démarrer le décompte du temps, généralement, un moment fondateur qui avait du sens et qui déterminait un avant et un après. Donc cela, on le retrouve dans le calendrier chrétien, hein, qui commence avec la naissance du Christ, ou alors avec le calendrier musulman, qui débute avec l'hégire en 622, c'est-à-dire la fuite de Mohammed de la Mecque vers Médine. Alors, bien sûr, le calendrier de l'ère chrétienne, qui date du Xe siècle, hein, qui a été créé au Moyen-Âge, est largement utilisé au XXIe siècle. Alors, en Occident, aujourd'hui, le temps se pense de façon linéaire. Nous le représentons donc sous forme de frise. Depuis le XIXe siècle, en fait, on considère en Occident que le temps est essentiellement une source de progrès, que le futur sera meilleur que le présent. Alors, cela correspond au XIXe siècle, qui est le siècle de la révolution industrielle, hein, qui est source de progrès apporté par la technique. Cette conception du temps d'un futur qui est forcément synonyme de progrès est en crise actuellement, et cela notamment c'est dû aux changements globaux, aux changements environnementaux, et notamment le réchauffement climatique, hein, qui est perçu comme le signe d'un déclin à venir. Donc cette vision linéaire du temps avec un futur qui sera forcément meilleur que le présent, eh bien, est quand même un peu contestée aujourd'hui, un peu en crise, hein, tout au moins nos contemporains ont ce sentiment. Alors on n'a pas toujours considéré le temps comme linéaire, hein, on ne se l'est pas toujours représenté comme ça, et on a longtemps considéré le temps comme correspondant à des cycles qui s'ouvrent et qui se ferment. Dans les conceptions cycliques du temps, une force supérieure donc, garantissait un retour à l'identique une fois le cycle fermé. Donc c'est le cas par exemple chez les Aztèques, c'est le cas en Inde aussi, et donc ce temps est alors figuré par un cercle. Dans cette leçon, donc, on va parler de périodisation, qui est une mesure du temps, et même un peu plus. Donc en histoire, première définition à noter, on appelle périodisation le fait de diviser le temps en différentes périodes. Périodiser, c'est donc établir des continuités et des ruptures dans le temps. Alors quel est le but de cette périodisation, de ce découpage du temps? Eh bien, le but de ce séquençage, ce découpage du temps, permet de livrer un récit ordonné d'événements de toute nature, hein, de rendre intelligible le passé. Donc livrer un récit ordonné d'événements différents, c'est le but de la périodisation. Vous pouvez donc noter la problématique de ce chapitre. Pourquoi et comment les historiens découpent-ils l'histoire? Et est-ce que ce découpage est pertinent? Alors, première partie, le découpage du temps en 4 grandes périodes. Alors, on peut débuter cette première partie en citant l'ouvrage de Jacques Le Goff, un historien français, spécialiste du Moyen-Âge, qui a publié un ouvrage en 2014 intitulé « Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?» Derrière cette question un petit peu provocatrice, hein, il y a déjà cette critique du bien fondé de tronçonner l'histoire et du sens que cela a.
tout d'abord, premier point, qu'est-ce qu'une période? Donc une période, alors en France, le temps est découpé en 4 grandes périodes, hein, vous le savez, Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. Ce choix résulte d'une construction sociale récente, hein. Nous verrons pourquoi dans la seconde partie. Ce choix n'est pas forcément partagé par tous, hein. C'est important de le dire tout de suite. Alors, vous pouvez noter la définition de ce qu'est une période historique. Une période historique, c'est un segment de l'histoire, un morceau de l'histoire, une partie, hein, qui se distingue des autres périodes ou segments par ses caractères propres, c'est-à-dire des caractères politiques communs, des caractères sociaux, scientifiques et techniques, culturels, philosophiques ou religieux qui donnent une unité à cette période. Alors vous pouvez dès à présent noter les 4 périodes avec leur borne chronologique. L'Antiquité qui commence en 3500 avant Jésus-Christ et qui se termine en 476 après Jésus-Christ. Le Moyen-Âge de 476 à 1492. L'époque moderne de 1492 à 1789 et l'époque contemporaine de 1789 à nos jours. Deuxième point, qu'est-ce qu'une rupture chronologique? Ces périodes sont délimitées par des dates clés, invention de l'écriture, fin de l'Empire romain d'Occident, découverte de l'Amérique, Révolution française. Ces dates clés sont considérées comme des ruptures chronologiques. Des ruptures chronologiques, ce sont des événements qui sont jugés suffisamment importants pour entraîner des transformations profondes dans la période qui suit. Point suivant, ce découpage est artificiel et subjectif. Donc cette division du temps en période est artificielle et subjective, c'est-à-dire qu'elle est propre à une personne ou à un groupe social, le groupe social étant ici les historiens ou les professeurs du secondaire. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ces découpages, ces séparations? Bien, en fait, par commodité, mais il faut bien comprendre qu'elles ne correspondent pas à des ruptures franches dans le vécu des populations, bien sûr, hein. Alors par exemple, les conditions de vie d'un paysan de la fin du XVe siècle ne changent pas fondamentalement entre la fin du XVe siècle et le XVIe siècle qui suit, hein. Cette façon que l'homme a de se représenter le temps de son époque, on appelle ça le régime d'historicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se représenter le temps de son époque? C'est comment on voit son présent, comment on voit son futur. Donc ça s'appelle le régime d'historicité. C'est une notion qui a été fondée par un historien qui s'appelle François Hartog et qui a réfléchi sur les différentes conceptions, les différentes expériences du temps. Alors, exemple, un homme du XIXe siècle aura par exemple conscience que son environnement change très rapidement avec les progrès techniques et la révolution industrielle, et que son futur est synonyme de progrès. Donc ça, c'est très caractéristique du XIXe siècle, parce que c'est le siècle qui est marqué par la révolution industrielle, et donc un rythme très rapide de changement de la société. Vous allez maintenant vous munir de la frise vierge distribuée et y indiquer les 4 périodes avec leur rupture chronologique. Donc ça, vous pouvez le faire seul. Et je passe donc
au point suivant et au dernier point de cette partie qui correspond donc au choix des ruptures. Alors, quelques mots sur les 4 périodes et le choix des ruptures chronologiques. Tout d'abord avec l'Antiquité. Donc l'Antiquité s'étend de l'invention de l'écriture en 3500 avant Jésus-Christ à la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Alors la découverte de l'écriture est reconnue comme le début de l'histoire. Tout ce qui est avant appartient à la préhistoire. L'écriture, c'est une rupture importante et incontestée, car elle permet la transmission de l'écrit du savoir, des calculs, des informations politiques dans les premières cités-États, et des informations fiscales aussi, puisque vous connaissez donc l'écriture cunéiforme, sur laquelle les États de Mésopotamie inscrivaient la collecte fiscale, les impôts collectés. Pour le Moyen-Âge maintenant, tout d'abord, concernant le nom de Moyen-Âge. Ce terme est très particulier car il est apparu durant la Renaissance. Vous savez que la Renaissance, c'est une période de renouveau intellectuel et artistique qui s'inspire ou qui prend sa source dans la redécouverte de l'Antiquité, des écrits de l'Antiquité, des poèmes de l'Antiquité, des pièces de théâtre antiques, mais aussi des arts et de l'esthétique artistique de l'Antiquité. Donc ce terme de Moyen-Âge a été fondé donc à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, et il signifie entre deux âges. Et c'est pas anodin cette signification, j'en reparlerai dans la partie suivante. Alors concernant le Moyen-Âge, il y a un consensus général pour dire que la date de 1492 met fin à cette période. Alors 1492, bien sûr, c'est l'arrivée des Européens en Amérique, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est aussi la fin de la Reconquista espagnole, c'est-à-dire de la reconquête de l'Espagne sur les musulmans, avec la prise de la ville de Grenade par les rois catholiques. Et c'est la date aussi qui marque le début d'une première mondialisation des échanges, d'une première mise en relation des continents avec les échanges transatlantiques et aussi les voyages d'exploration tout autour du monde, c'est-à-dire le voyage de Magellan notamment. Concernant l'époque moderne est une époque de remise en question des savoirs du Moyen-Âge, d'une redécouverte de l'Antiquité à la Renaissance, ça je l'ai dit. Cette période se termine avec la Révolution française, qui instaure un nouvel ordre politique et qui marque une franche rupture avec l'ordre ancien. Enfin, l'époque contemporaine, l'époque contemporaine s'ouvre avec ces bouleversements issus de la Révolution française, avec les bouleversements aussi entraînés par les guerres révolutionnaires et napoléoniennes en Europe. Donc il y a aussi un consensus sur cette date de 1789, quoiqu'elle est un peu discutée aussi, j'en dirai peut-être deux mots. Alors, quel bilan peut-on faire des caractéristiques de l'unité de chacune de ces 4 périodes? Donc là, je me suis appuyé pour réaliser un schéma sur les pages 24 à 27 du manuel, et je vais vous inviter donc à reproduire le schéma sur votre cahier. Donc vous faites le schéma sous forme de carte mentale avec la question au centre, qu'est-ce qui fait l'unité de chaque période historique, dans chaque coin donc les 4 périodes, et nous allons compléter les caractéristiques pour chaque période
Alors, tout d'abord, l'Antiquité. L'Antiquité, quelle est l'invariance qu'on retrouve dans l'Antiquité? C'est le développement des cités-États, donc on en parlera avec Athènes, hein, et la coexistence des grands empires, donc l'Empire perse à l'époque athénienne, l'Empire romain par la suite. Donc ça, c'est pour l'Antiquité. Le Moyen-Âge correspond au développement de la féodalité en Europe. Développement de la féodalité en Europe, la place prépondérante de l'Église aussi dans la société. Pour l'époque moderne, donc je l'ai dit, on peut retenir la première mondialisation, c'est-à-dire la mise en relation des continents, le développement des grandes monarchies absolues en France, parlementaires en Angleterre, donc une construction, un renforcement de l'État à l'époque moderne. Et enfin, donc l'époque contemporaine est marquée par le développement de l'État-nation en Europe à partir donc de 1815, 1789-1815. Grand 2, des périodes remises en cause. Alors, premier point, ces périodes sont utilisées dans l'enseignement scolaire. Le découpage du temps en périodes, je l'ai dit, est forcément très arbitraire. Il a une fonction avant tout pédagogique. Parce que pour les historiens, pour les chercheurs en histoire, les mutations des sociétés sont parfois beaucoup plus longues que ce découpage que vous avez sous les yeux. Par exemple, au lieu de parler de Haut Moyen-Âge après 476, Haut Moyen-Âge ici, Bas Moyen-Âge ensuite, au lieu de parler de cette période du Haut Moyen-Âge, certains historiens allemands préfèrent parler d'Antiquité tardive et qu'ils font durer jusque vers 800 à peu près. Alors pourquoi cette critique des périodes? Parce que elle cache souvent le fait que dans les réalités, de profondes continuités persistent au-delà de ces coupures arbitraires. Alors, donc ces découpages ont une vocation pédagogique avant tout, et c'est une construction sociale assez récente, puisqu'elle date de 1863. À partir de 1863, on utilise dans les écoles, dans les lycées, ce découpage en période, et eh bien, il va marquer durablement la pratique de l'histoire jusqu'à nos jours. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que ces périodes cachent le fait que dans la réalité, de profondes continuités persistent d'une période à l'autre. Alors, pour la période antique, par exemple, quelle critique peut-on faire de la rupture chronologique, de la première, entre la préhistoire et l'histoire, entre la préhistoire et l'Antiquité? Eh bien, cette rupture qui serait l'invention de l'écriture pose le problème quand même de savoir si les peuples qui n'ont pas d'écriture n'ont pas d'histoire. Et bien sûr que non. Faire commencer l'histoire avec l'écriture évacue tout un ensemble de peuples qui n'ont pas d'écriture. Autre critique, la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 pose un autre problème. Pour quelle raison? Eh bien parce que on évacue totalement l'Empire byzantin. Cette rupture chronologique de 476 fait peu de cas d'un Orient byzantin, au travers duquel dure l'Empire romain. Et cette prolongation de l'Empire romain dure tout de même 1000 ans. Donc voilà, c'est une date très critiquable. D'autres ruptures chronologiques sont aussi possibles pour la fin de l'Antiquité. On pourrait très bien considérer que la conversion de Constantin
au christianisme, qui marque d'ailleurs la fin des persécutions des chrétiens, hein, ou bien lorsque l'empereur Théodose interdit la religion païenne, c'est-à-dire le panthéon romain, en imposant comme religion officielle le christianisme, peut marquer une rupture importante à la fin de cette période. Alors vous pouvez bien sûr indiquer ces dates alternatives hein, dans votre cours, je vous conseille de le faire. Hein. Notamment le partage de l'Empire romain en 395, hein, qui est un préalable hein, à la constitution d'un empire byzantin après 476. Hein. Concernant l'époque médiévale, alors j'ai dit déjà que le nom même de Moyen-Âge est très subjectif. Donc le terme est apparu durant la Renaissance. C'est une invention du XVIe siècle européen qui signifie entre deux âges. Autrement dit, entre deux périodes glorieuses, hein, qui seraient l'Antiquité et puis l'époque moderne, mais surtout la Renaissance, puisque ce sont des contemporains de la Renaissance, des intellectuels, des humanistes, hein, qui inventent ce mot de Moyen-Âge. Donc, une période située entre deux périodes glorieuses, Antiquité et Moyen-Âge, comme si le Moyen-Âge, en fait, n'était qu'une parenthèse hein, entre ces deux périodes, et c'est quand même une parenthèse, encore une fois, qui dure 1000 ans. Hein, donc, on voit bien que ça pose un problème. Alors, concernant ce choix, les humanistes de l'époque avaient conscience de vivre un changement d'époque, sans doute, hein, mais il faut bien voir que les paysans, par exemple, de l'époque, hein, n'avaient pas du tout la même conscience d'un changement d'époque. Et retenons donc que cette notion est péjorative, dépréciative, dans le sens où ces intellectuels de la Renaissance ont voulu construire l'image d'un Moyen-Âge obscur, primitif, hein, pour mettre en valeur leur période, la Renaissance, hein, la période suivante. Alors, je disais que la Renaissance, un terme d'ailleurs qui n'apparaît qu'au XIXe siècle, hein, est en réalité, n'a rien changé dans la vie des paysans. Hein. Les paysans, au contraire, pensaient vivre un long Moyen-Âge. Hein. Et c'est d'ailleurs le titre d'un autre ouvrage de Jacques Le Goff qui défendait cette idée d'un long Moyen-Âge s'étendant jusqu'au XIXe siècle, parce qu'il considère que les structures sociales du Moyen-Âge ont duré bien au-delà hein, de 1492. De la même façon, la découverte de l'Amérique a-t-elle changé le sort de tous les Européens? Certainement que non. Hein. Elle n'a pas fondamentalement changé la structure de la civilisation européenne. Donc j'en disais deux mots. La structure de la civilisation européenne, elle est restée longtemps dominée par le féodalisme, la féodalité. Qu'est-ce que c'est que la féodalité? C'est un système politique qui s'appuie sur un système d'obligations et de services hein, entre seigneurs et États, entre seigneurs et paysans, hein, et qui fonde cette société. Donc longtemps, ça dure jusqu'à la Révolution, hein, jusqu'à l'abolition des privilèges, hein, le 4 août 1789. Hein. On peut dire que la féodalité, le système féodal, dure très longtemps. Alors, les historiens britanniques, eux, considèrent même que la période moderne ne s'achève qu'au XIXe siècle, hein, avec l'industrialisation. Donc, vous voyez qu'il y a des visions très différentes. Donc, en bilan, on peut noter que la division du temps en périodes est artificielle, qu'elle est subjective, que l'on utilise ces périodes par commodité, elles sont utiles pour ordonner les événements, mais elles ne correspondent pas à des ruptures franches dans le vécu de la majorité des populations.
Enfin, et c'est important de le dire, de le souligner, notre division de l'histoire en 4 périodes correspond à l'histoire du continent européen. Il faut bien voir que la période de l'Antiquité n'a aucune pertinence dans un contexte américain ou océanien. Un historien britannique dit même que ces périodes historiques sont un vol de l'histoire par les Européens. Cet historien britannique, c'est Jack Goody, qui parle de vol de l'histoire par les Européens. En résumé, cette périodisation n'est pas adaptée à l'histoire de nombreux espaces non européens. Donc vous pouvez noter la dernière partie. La bonne périodisation dépend du sujet d'étude. Donc il n'y a pas de mauvaise périodisation. Alors à côté de ces grandes périodes, il existe d'autres repères temporels qui sont utilisés parallèlement donc, aux grandes périodes et qu'il est parfois mieux de choisir en fonction du sujet que l'on a à étudier. Par exemple, les règnes sont très souvent utilisés comme période parce qu'ils peuvent représenter une période cohérente, ils peuvent représenter une unité de période. On peut dire par exemple que la Renaissance se développe sous le règne de François Ier, entre 1515 et 1547. Les siècles aussi peuvent être utilisés comme des segments de l'histoire. C'est d'ailleurs une des périodisations les plus utilisées. Dans la plupart des cas, le siècle ne correspond pas à 100 ans. Ainsi, pour le siècle de Louis XIV, on le fait commencer avec le règne de Louis XIII et se poursuivant sous Louis XIV. On va parler aussi du siècle des Lumières après la mort de Louis XIV en 1715 et faire continuer ce siècle jusqu'à la Révolution de 1789. On va parler aussi du siècle de Périclès, ça on le verra dans le thème 1, pour le 5e siècle athénien. Parce que ce 5e siècle athénien a été très marqué par ce personnage politique. D'autres formes de périodisation plus courtes qui renvoient à des grands événements, celles-là, on parle des chrononymes, c'est-à-dire des noms propres qui sont donnés à une période. Alors on va parler par exemple de l'entre-deux-guerres pour la période qui désigne donc ce morceau d'histoire entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, entre 1918 et 1939. On va parler des 30 Glorieuses concernant la période de prospérité économique qui dure 30 ans après 1945. Et on va parler aussi de la Belle Époque pour les 15 années qui précèdent la Première Guerre mondiale, 1914. Alors, en conclusion, eh bien, on peut noter que ces conventions de découpage du temps, ces conventions de grande période, peuvent être critiquées, mais qu'on utilise ces séparations par commodité, même si elles ne correspondent pas à des ruptures franches, ce que l'on a dit, dans le vécu des populations. Donc ces grands découpages sont utiles pour se repérer, mais il faut envisager l'histoire sur sa longue durée. Parce que en fait, l'histoire n'est pas une simple suite d'événements, mais une combinaison complexe de continuité et de changement. Donc les ruptures ne sont pas aussi franches, évidemment. Il ne faut pas perdre de vue non plus que si cette périodisation est devenue universelle, elle n'en demeure pas moins très occidentale et inadaptée pour l'étude des sociétés non occidentales. Enfin, à côté des périodes, donc on vient de voir qu'il existe d'autres formes de découpage du temps possibles, les règnes, les siècles, on parle aussi d'ères quelquefois. Donc il n'existe pas de meilleure périodisation dans l'absolu. La meilleure périodisation étant celle qui est adaptée au sujet d'étude, à l'objet que l'on étudie.